Bonjour à tous sur la chaîne philosophique. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème, d'une thématique qui concerne donc la musique, et en l'occurrence la musique classique, qui est le fondement un peu de toutes les musiques que l'on retrouve à l'heure actuelle. Donc en partant du baroque, du classique, jusqu'à 1900, après il y a la musique moderne. Donc pour démarrer justement cette vidéo, j'aimerais partir sur le postulat, sur une affirmation de Platon qui disait «La musique adoucit les mœurs». Est-ce vrai? Est-ce faux? Ça dépend de chacun, je pense que ça dépend d'un état d'esprit. C'est vrai que la musique a cette puissance intrinsèque qui ramène à l'antériorité, au passé, à la nostalgie. Alors nostalgie, ça ne veut pas dire dans un terme péjoratif. Nostalgie, c'est-à-dire la douleur de l'étranger. On utilisait ce terme quand les gens ils partaient dans un pays, qu'ils avaient le mal du pays. Donc on la retrouve fortement, personnellement, cette nostalgie positive, je dirais. Alors pour aborder la musique classique, je vais l'aborder aujourd'hui sous une forme un petit peu poétique. Voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, la poésie est bienvenue dans notre société. Donc, nouveauté, variété des sons, des instruments, des changements de rythme. Oui, c'est Camille Saint-Saëns qui élabore justement une musique moderne et à la fois classique avec des soubassements baroques, jazzy et orientaux. Une découverte du nouveau monde, un pont entre l'ancien et le nouveau monde. Une flûte qui surgit de manière impromptue, des cymbales qui scandent l'avènement de la suite sonore. Une polyphonie démentielle, un violon qui grince sur des airs ziganes. Il semble que tous les animaux dansent derrière ce paysage symphoniquement mouvementé. Puis des pauses qui paraissent interminables alors qu'elles sont les résidus d'un instant récréatif. Tout repart de plus belle, difficile de prévoir ce qui est à venir lorsqu'on écoute la première fois Saint-Saëns. L'oreille est submergée par ses sons allégoriques et son aquarium se trouve le rempart de l'immersion. Son prénom colle bien avec la sincérité de sa musique, une impulsivité, une entièreté qui rend Modeste Moussorgsky un fou jouant des digressions musicales et une folie érasmienne. Une dissonance harmonieuse, une défiance musicale qui honore son courage à révéler l'intuition et l'improvisation sur le mont Chauve lors d'une nuit, en nous rappelant un tant soit peu ou un tant soit prou les péplums de la Rome antique. Toutefois, il conserve l'âme russe, l'âme nationaliste dans ses symphonies, un poème des isbas, des samovars, des vents, des froids sibériens. Il rejoint le tsar Pierre le Grand en expirant dans le même lieu à Saint-Pétersbourg. La musique dite classique a voyagé d'est en ouest, d'ouest en est, du nord au sud, du sud au nord. Un triangle symphonique d'un Occident à demi-ton à la Renaissance, avec Monteverdi, vers des tons plus amplifiés à partir du XVIIIe siècle. Un véritable croisement des influences musicales du baroque pour Bach, Handel, Lully, Vivaldi, avec un classicisme mozartien sans négliger Beethoven. Vers un romantisme hongrois dominé par Franz Liszt, un virtuose du piano qui nous décrit ce rêve d'amour que tous aimeraient porter jusqu'au firmament, peut-être un romantisme naïf, doucereux, mais à la fois rempli de colère intestine. Franz Liszt nous révèle l'âme humaine dans tous ses désirs et passions les plus réalistes et obscurs. Il touche le piano comme pour dicter la marche à suivre vers l'amour intangible, irréalisable. Il nous secoue vers nos propres retranchements limbiques. Franz est à la fois ce poète incompris et ce musicien reconnu, d'où se mêle un paradoxe métaphysique et rationnel dans sa cohérence de jouer, d'œuvrer et de partager sa maîtrise pianistique. Il parle avec son piano, et son piano nous parle. Un autre Franz qui s'adonne dans la religiosité musicale, une transcendance non pas seulement pieuse, mais un leurre qui nous fait croire que l'on tend vers l'au-delà, vers une transcendance. En réalité, sa transcendance est idiosyncrasique. Schubert est un maître à jouer, un symphoniste sacré. On subodore presque ce qui suit, en réalité, cela n'est que chimère. La polyphonie de sa musique nous montre son étendue stylistique, du pianotage aux percussions, cuivre, bois, cordes, les leaders à la musique de chambre, tout y passe pour Schubert. Un apanage mélodique qui confirme le romantisme allemand du début du XIXe siècle. Parfois nous envoie-t-il valser, nous fait revenir vers des sonates, un lied, une musique de chambre pour ensuite se reconsacrer au feu sacré de la musique. En suivant le même courant musical, celui du romantisme autrichien et allemand, nous avons abordé place au romantisme français représenté par Berlioz, Hector Berlioz.
Ces opéras symphoniques donnent une dimension nouvelle dans le théâtre musical. Vigueur, intensité des sons, frénésie, liesse musicale, des repos sonores s'intègrent de façon à repartir sur un nouveau registre tout en conservant ce romantisme un tant soit peu à quelques égards à celui de Schubert, voire de Liszt. Néanmoins, on sent une signature vocable propre à Berlioz. Chaque instrument a son rôle précis, sa configuration. Tout est ficelé, calculé, métriquement maîtrisé. Une rigueur dans l'œuvre berliozienne, des sons qui déferlent avec précision et préciosité. Ces opéras narrent une histoire, des histoires venues de Hongrie, une marche. Le sobriquet semble léger, on pourrait le remplacer par une course martiale au sens militaire du terme. Piotr Ilyich Tchaïkovski est un contemporain de ses frères musicaux comme Moussorgsky, Borodine, Glinka, Rimsky-Korsakov, mais aussi des grands romanciers nouvellistes russes, Tourgueniev, Pouchkine, Tolstoï, Dostoïevski. Ce compositeur du milieu et de la fin du XIXe siècle sait créer des symphonies grandiloquentes, un raffinement d'effets sonores, une puissance motrice du tempo guidée par un rythme slave. Nous sommes dans la Russie décrite par les romans, nouvelles et récits pouchkiniens de Tourgueniev, de Tolstoï, de Dostoïevski. Subitement, un air français apparaît, un air de Marseillaise, puis des valses qui nous rappellent Johann Brahms, père et fils, Strauss, une influence que Piotr Ilyich a su tirer des autres nations musicologues telles que l'Allemagne, la Hongrie, la France et bien sûr l'Italie. Compositeur éclectique, il aborde des concertos, des suites pour orchestre, des ballets, des mélodies. Une musique qui vise à rassembler tous les parfums exotiques, orientaux, occidentaux, une fragrance nostalgique et vigoureuse, des tâtonnements impétueux, des sillons qui marquent la transition sonore, puis une valse nous transporte vers des horizons d'Europe centrale. Et pour finir, je parlerai de Léo Delibes, qui est un Français. Lui, il contribue à une musique variée en images sonores. Sa musique, par instant, atteint l'acmé. Donc l'acmé, c'est l'altitude, puis renvoie vers une nature où deux fleurs murmurent, se parlent. C'est le temps de la corde pincée, frottée avec son pizzicato qui stimule les ondes ambiantes et fait de cet instant une allégorie simplifiée de la nature. Voilà, je vous remercie pour cet instant. Je reviendrai plus tard, soit sur d'autres auteurs avec une approche poétique, soit avec une petite histoire de la musique, en l'occurrence musique baroque, classique, jusqu'à la 1900, les prémices, les soubassements de la musique moderne. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un excellent week-end. C'était Nicolas Gugliotta sur la chaîne philosophique. Il y a beaucoup de Mistral ou de Tramontane, c'est pour ça que j'ai l'air un petit peu décoiffé. Alors il faudrait voir si ça vient du nord-nord-ouest, c'est le Mistral qui s'engouffre dans la vallée du Rhône, ou alors c'est un vent du sud-ouest, la Tramontane, qui vient de Montpellier, de ces environs-là. Donc je me la joue un petit peu Evelyne Delia là. Voilà, c'était un peu une improvisation et je vous souhaite le meilleur pour tous. Au revoir.